Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec Stéphane Amar. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On va dire que parmi les 500 jours de crise qui viennent de passer, vous tombez bien puisque c'est la première matinée où on se réveille avec donc un nouveau gouvernement. Il a été annoncé officiellement. Il prêtera serment ce soir. Et la première question que je vous pose, c'est finalement, est-ce que c'est bon pour l'État d'Israël qu'un tel gouvernement voit le jour alors qu'il est extrêmement volumineux, 36 ministres, des dépenses ministérielles et cela en pleine crise économique? Je dirais qu'il vaut mieux un gouvernement effectivement pléthorique, très peu cohérent au niveau idéologique, ou pas de gouvernement du tout. Israël sort d'une très longue période d'instabilité. Vous savez que ne pas avoir de gouvernement, cela signifie le blocage de nombreux budgets, le blocage d'une partie de l'administration, une position par rapport à l'étranger qui est tout de même fragilisée. Donc oui, pour répondre à votre question, je dirais que c'est une bonne nouvelle. En revanche, je ne suis pas convaincu que ce gouvernement durera très longtemps. Pourquoi? Vous pensez que Benjamin Netanyahou n'a pas l'intention de céder la place dans 18 mois à Benny Gantz? Vous savez, 18 mois en Israël, c'est une éternité. Il peut se passer beaucoup de choses. Benjamin Netanyahou a fait preuve d'une extrême habileté politique. Il a réussi d'une certaine manière à renverser la situation. Il a réussi à atomiser ce parti bleu-blanc qui jurait sa destitution. C'est donc effectivement un coup très réussi. Maintenant, les défis restent entiers pour Benjamin Netanyahou. Il y a ces affaires qui vont arriver le 24 mai. Alors bien sûr, on ne sait pas, j'ai eu l'occasion de le dire sur votre antenne, ce qu'il y a réellement dans ces dossiers. Peut-être que Benjamin Netanyahou réussira à s'en sortir, mais en tout cas, ça va être une période extrêmement compliquée. Mais il y a surtout, de mon point de vue, un véritable défi idéologique à relever, puisque les gens qui ont rejoint Benjamin Netanyahou, non seulement le considérer comme une personnalité corrompue, néfaste pour l'État d'Israël, ils vont maintenant devoir justifier ce retournement, mais surtout, ils vont devoir accepter ce processus d'annexion de la Cisjordanie qui, au niveau idéologique, pour des gens, par exemple, comme Amir Pérez, sera extrêmement difficile à justifier par rapport à son électorat. Et donc, je pense qu'il aurait une fragilité intrinsèque à ce gouvernement. Alors justement, c'est effectivement une question, ce dossier de l'annexion de la Judée et de la Samarie, enfin des implantations de Judée et de Samarie et de la vallée du Jourdain, parce que, je le disais tout à l'heure, apparemment, dans la plateforme politique qui doit être annoncée ce soir par Benjamin Netanyahou, ce dossier ne figure pas, alors que on sait qu'il figure dans l'accord de coalition entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que, par exemple, le passage éclair d'hier de Mike Pompeo ait peut-être, on va dire, pousser Benjamin Netanyahou à modérer ses ardeurs concernant une éventuelle annexion de la Judée et de la Samarie? Peut-être, est-ce que vous pensez que, par exemple, l'absence de Yamina aussi peut empêcher le gouvernement d'aller jusqu'au bout, en tout cas dans l'immédiat, puisque c'est prévu pour le mois de juillet, d'une telle démarche, une démarche qu'il faut l'avouer tout de même assez historique? Vous savez, c'est une affaire qui est à la fois israélo-israélienne, mais également américano-américaine. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis des pressions extrêmement fortes pour qu'Israël procède à cette annexion. Ces pressions viennent des milieux évangéliques américains qui sont très puissants dans cette administration, puisque Mike Pence, le vice-président, est lui-même un sioniste chrétien, un évangélique, qui pousse très fort Donald Trump à forcer Israël à annexer la Cisjordanie. C'est lui aussi qui avait réussi à pousser Benjamin Netanyahou à accepter ce transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est lui aussi qui a poussé les Israéliens l'administration américaine à reconnaître l'annexion du Golan l'année dernière. Donc, si vous voulez, il y aura encore des pressions de ces milieux-là, de ces lobbies qui sont extrêmement puissants aux États-Unis pour qu'Israël procède à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie dès cet été. En Israël, c'est la même chose. Il y a effectivement des pressions à l'intérieur du gouvernement israélien qui viendront de la droite, puisque si Yamina n'est pas au gouvernement, il y a au Likoud des gens qui s'identifient complètement à l'idéologie de Yamina, qui sont des annexionnistes, et donc qui pousseront. Mais effectivement, il y aura des tiraillements, puisque, encore une fois, les gens qui viennent de l'aile travailliste dans ce gouvernement, même les gens qui viennent d'une certaine manière de blanc-bleu, mais qui ne partagent pas cette vue annexionniste, vont effectivement faire pression. Et donc, il y aurait une lutte interne au gouvernement israélien sur cette question. Vous avez été surpris par l'absence de Yamina dans cette coalition gouvernementale. Comment vous l'expliquez ?
Tout simplement, Benyamin Netanyahou n'a pas besoin de Yemina. La politique, ce n'est pas des sentiments, c'est simplement des rapports de force qui s'expriment. Dès lors que Benyamin Netanyahou a conclu cet accord avec Gantz, c'est bien l'apport en voie de députés de Yemina n'était plus du tout essentiel. Et du côté, j'allais dire, plus politicien, du côté de Naftali Bennett, eh bien, il y a évidemment un enjeu, c'est celui de prendre la relève de Benyamin Netanyahou. Donc, il y a une forme de pari de sa part, c'est de passer dans l'opposition pour préparer, j'allais dire, sa candidature, pour préparer potentiellement son arrivée au poste de chef du gouvernement, ce qui est l'ambition évidemment de Naftali Bennett, il ne l'a jamais caché. Même si il serait tout à fait étonnant de voir un homme qui vient d'un parti, on va dire, extrêmement réduit, 6 mandats dans l'échiquier politique israélien, pouvoir se propulser et briguer un poste de Premier ministre, ça ne s'est jamais vu précédemment. Vous pensez que c'est quelque chose de réaliste de voir un homme comme Naftali Bennett qui n'a pas été, on va dire, véritablement soutenu au cours des 3 dernières consultations électorales. Une fois, il n'est même pas passé il n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Le comportement de Bennett ne vous étonne pas un peu ? Vous savez, Bennett, il a compris très tôt, contrairement peut-être à Gideon Sa'ar, que Benyamin Netanyahou ne laisserait la place à personne et qu'il écraserait impitoyablement toute ambition au sein du Likoud. Donc la seule issue pour Naftali Bennett, qui partage exactement, à peu de choses près, la même idéologie que Benyamin Netanyahou, dont il a d'ailleurs été le directeur de cabinet, la seule façon pour lui d'exister politiquement, c'était de créer son propre parti. Donc il a fait dans un premier temps une OPA sur le parti sioniste religieux, sur le parti des implantations, et il a réussi effectivement à subsister comme ça et à occuper des postes extrêmement importants et à obtenir dans les gouvernements successifs de Benyamin Netanyahou une part de ministères qui correspondait très peu à son poids réel, qui était une surreprésentation quelque part de son poids réel dans le gouvernement. Donc il va devoir effectivement adapter sa stratégie. Peut-être reviendra-t-il dans le giron du Likoud, ce n'est pas exclu, mais en tout cas il est une des personnalités qui compte en Israël et une des seules de mon point de vue qui a la stature pour succéder à Netanyahou le moment venu. C'est pas un peu paradoxal, j'ai vu hier dans certains WhatsApp une lettre de rabbin du mouvement sioniste religieux qui demandait, presque suppliait à Naftali Bennett de ne pas rentrer dans la coalition gouvernementale, et en fait finalement il a suivi ces rabbins. C'est peut-être un peu paradoxal de la part d'un homme qui avait quitté le foyer juif à l'époque parce que justement il se sentait emprisonné, engoncé par les directives des rabbins. Je ne pense pas que Naftali Bennett ait suivi pour une fois l'attitude des rabbins. C'est pas du tout dans son habitude. Et encore une fois, il y a des éléments très rationnels qui font qu'il est sorti du gouvernement. C'est que tout simplement, Benyamin Netanyahou ne lui a offert aucun poste, j'allais dire, qui puisse le satisfaire. Et donc, il l'a poussé d'une certaine manière vers la sortie. On a bien vu que les échanges ont été extrêmement durs, extrêmement cruels entre les deux hommes. Plutôt centriste, gauche israélien, il y avait d'autres choix que de prendre son indépendance, mais encore une fois, j'en suis on a du mal à vous persuadé. Naftali Bennett a pas encore 50 ans, que pour lui, c'est simplement une étape, une forme de traversée du désert. On pourrait peut-être comparer à celle du général de Gaulle en 1940. Toute proportion gardée. Il entame une traversée du désert qui, selon lui, va le conduire à la magistrature suprême en Israël. Alors, le fait qu'il n'y ait pas Yamina dans le gouvernement, c'est peut-être la preuve que aussi Benyamin Netanyahou n'est pas particulièrement opposé à une sorte de gouvernement de centre-droite, on va dire de centre-droite, qui puisse d'une certaine manière aller de l'avant. Et Benyamin Netanyahou a déjà, pour des raisons politiques, pactisé avec des gens comme Yair Lapid en 2013. Vous pensez que Benyamin Netanyahou ne veut pas laisser une empreinte, on va dire, nationaliste dans l'histoire de la nation? Non, je pense que d'abord Benyamin Netanyahou est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, c'est bien pour ça qu'il dure aussi longtemps à la tête du gouvernement israélien, même s'il a des idées très arrêtées sur la politique d'Israël en matière territoriale, en matière nationale. Je pense qu'il a accompli quelque part des choses qui sont absolument irréversibles, notamment la relance, l'intensification de l'implantation juive en Cisjordanie, qui conduira de mon point de vue à l'annexion complète tôt ou tard des territoires de Cisjordanie. Maintenant, Benyamin Netanyahou a d'autres défis à relever que le défi sécuritaire.
il a un défi sociétal, un défi économique. Il y a évidemment une grave crise qui s'ouvre devant nous suite au corona. Il y a également une vraie demande en Israël de justice sociale. Il y a une demande j'allais dire, d'assistance à personnes en danger, à tous ces gens qui sont menacés par la crise du corona. Vous allez recevoir tout à l'heure Gilles Pérez. Il fait partie des millions d'Israéliens qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin d'argent de la part du gouvernement. Ils vont aussi demander, ces gens-là, une baisse significative du coût de la vie. Bref, pour Israël, eh bien, d'hommes politiques qui sont à même de mettre en œuvre une politique plus sociale, plus proche des préoccupations de la classe moyenne et des classes populaires israéliennes. Vous pensez que Netanyahou, avec un nouveau gouvernement, un nouveau ministre des Finances, va un peu lâcher du lest sur le plan économique, ou il va rester, on va dire, dans son approche de ce que l'on appelle en hébreu le capitalisme grossier ou le capitalisme cochon, et essayer justement de préserver les richesses de l'État d'Israël qui existent, qui sont réelles, au détriment des couches sociales les plus défavorisées? Je pense qu'il n'a guère le choix désormais. On voit bien que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont être privés de leurs revenus. Et on voit bien que cette croissance absolument extraordinaire dont a bénéficié Israël depuis une dizaine d'années va forcément être en retrait et qu'il va donc falloir, eh bien, j'allais dire, déployer tout un arsenal social. Et j'espère, en tout cas, c'est mon souhait personnel et c'est ma conviction, j'espère que Benyamin Netanyahou va enclencher également des réformes de structure. Et il est absolument choquant que dans un pays comme Israël, où il y a de plus en plus de gens riches, voire extrêmement riches, il y a des garages Ferrari qui s'ouvrent à Tel Aviv, il y a des appartements qui se vendent des dizaines de millions de shekels tous les jours à Tel Aviv, et ailleurs d'ailleurs. Il est absolument choquant qu'il y ait de plus en plus de gens dans la pauvreté et qu'il y ait toute une classe moyenne qui a du mal à joindre les deux bouts, qui fait face à des prix absolument exorbitants, que ce soit au supermarché ou quand il faut acheter un appartement ou bien quand il faut financer les études des enfants. Et tout cela nécessite des réformes de structure qu'il faut entreprendre d'urgence. Et je pense que la situation sécuritaire étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle a été maîtrisée de manière extrêmement efficace par Benyamin Netanyahou, je pense que l'heure est venue maintenant de se consacrer à ces réformes de structure économique qui vont contribuer au bien-être des citoyens israéliens, quels qu'ils soient. Alors, je fais appel à votre expérience de journaliste qui est correspondant d'Arte, correspondant de la télévision belge, pour essayer de savoir si effectivement dans la communauté internationale, l'État d'Israël a redoré son blason, en tout cas a reçu des félicitations pour sa manière de gérer la crise sanitaire par rapport à d'autres pays. Est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce que ce que dit Netanyahou, ce que nous a dit Netanyahou au cours des derniers briefings, que l'État d'Israël est l'un des États qui a le mieux géré la crise sanitaire, est-ce que c'est vrai? C'est effectivement comme cela qu'on le perçoit dans des pays comme en Europe, dans différents pays européens? Oui, absolument, mais ce sont, j'allais dire, des données extrêmement objectives. Il suffit de comparer le nombre de morts pour 100 000 habitants, le nombre de personnes infectées, pour se rendre compte qu'Israël, évidemment, s'en sort extrêmement bien par rapport aux autres pays. Alors, il y a effectivement la politique de Benyamin Netanyahou, notamment cette fermeture des frontières, qui a été saluée par de nombreux pays, notamment, on l'a vu par l'Autriche, mais également des pays arabes, par exemple, qui viennent maintenant demander à Israël conseil pour mettre fin à cette pandémie. Il y a aussi le fait qu'Israël soit un pays qui est beaucoup plus facile que les autres à fermer, qui est un pays assez homogène du point de vue du système de santé, qui est richement doté, etc. Tout ça a contribué évidemment la haute technologie, bien sûr, qui a joué un rôle extrêmement important. Maintenant, il est évident que cela va être mis au crédit de Benyamin Netanyahou, à la fois par les chefs d'État étrangers, mais également par les électeurs israéliens, ce qui fait que Benyamin Netanyahou entame ce nouveau mandat dans les meilleures conditions. Je crois il n'y a pas vraiment, encore une fois, là, de sentiment. Si Israël a maintenant des relations bien meilleures qu'avant avec le reste du monde, c'est tout simplement parce qu'il a une utilité par rapport au reste du monde, que ce soit dans la recherche médicale, en l'occurrence pour le corona, mais également pour l'agriculture, impliquée de très nombreux vers le monde, et tout et
permet à Israël d'avoir une position diplomatique qui n'a rien à voir évidemment avec ce qu'elle était au début de la création de l'État il y a. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup. On aurait bien aimé prolonger un peu notre discussion. On a des difficultés, je dois avouer, avec le Zoom. C'est pas tout à fait performant. Là, notre discussion est plutôt assurée. En tout cas, on vous entend pas toujours très bien, mais en tout cas, c'était très important et intéressant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée et bonne continuation. Merci Daniel. Au revoir. Au revoir.